Bonjour ou bonsoir, donc dans le cadre du festival Gougou Muck, avec le Dépôt Casino, le Café Charbon, en partenariat avec le réseau social libfly.com, la deuxième édition de La Voix Haute vous est présentée cet après-midi. Let's talk about rock and roll, baby! Donc, je vais lire avec Franck Williams quelques extraits plutôt le début d'un roman qui s'appelle Vous n'étiez pas là et qui est consacré à la chanteuse Nico. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N'écoute même pas, attends seulement. N'attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut pas faire autrement. Extasié, il se tordra devant toi. Vous ne voulez pas de biographie, c'est une chose entendue. Vous aviez prévu les tombereaux de merde dans les journaux autorisés, les journaux qui savent, ironiques et subtils, mâles, condescendants, dès qu'ils ne rompent plus. Vous ne croyez pas aux origines, au sang qui ne saurait mentir, aux traces, aux reconstitutions. Mais il faut, personne n'y coupe. On raffole de psychologie collective, de petits faits vrais, on cloue beaucoup. Alors vos traces envahissent le monde. Pas un pouce de terre dont vous ne veniez pas un peu aussi, à votre humble façon. Alors vous avez de nombreux sexes et de nombreux corps. Une troupe hirsute d'enfance court sur votre peau. Je vous en propose plusieurs. Je sais que vous les aimez toutes. Est-ce qu'une petite fille qui court sous les bombes, tresse lustrée dans le cou, à Cologne ou Berlin, au milieu de restes humains fumants, vous contenterait pour commencer? C'est une image qui vous ravit, ainsi que vos interlocuteurs. Ceux qui vous croient encore. C'est la perle qui orne de nombreux articles à vous consacrer pendant la glorieuse époque des boudeurs en blouson noir, quand on vous respecte encore. C'est le moment difficile de l'interview, le moment délicieux. Pudeur, silence, battement de vos longs cils. Non, n'insistez pas, je n'aime pas parler de mon enfance, dites-vous, j'ai beaucoup souffert. Mais quand on vous parle des droits civiques, quand on vous parle du Vietnam, de la crise de Cuba ou de l'augmentation du prix du pain, vous fournissez complaisamment aux journalistes quelques détails piquants qui sauront émouvoir son lectorat. Vos tresses blondes, votre bouche rouge, votre robe blanche brodée, le vent, les branches et soudain, la course horrible sous les bombes des B-17 américains. Vous avez sans doute perdu sous les gravats votre petit ami de l'époque, un garçonnet de 3 ans, avec qui vous deviez vous marier. Alors, vous n'êtes pas entièrement opposé à la variante de 1938, la plus vraie de toutes. Vous n'êtes pas entièrement opposé à votre naissance le 16 octobre, puisqu'il faut bien en passer par là. Petite bâtarde vagissante entre les jambes de votre mère, Grete Pevgen, tout juste divorcée d'un des nombreux pères dont regorge votre mémoire. Vous ne manquez jamais, surtout auprès des journalistes britanniques, de rappeler la splendeur nazie de ces derniers. Vos cuisses vives, les joies de l'éducation au grand air. Car en 1938, à condition de n'être ni juif, ni communiste, ni social-démocrate, ni homosexuel, ni tzigane, ni asocial, ni pas mal d'autres attributs en constante inflation, la vie est splendide.
5 ans après l'arrivée du Führer. Et d'ailleurs, rien ne prouve qu'il y ait eu un jour dans nos rues maintenant sûres des juifs, des communistes, des sociodémocrates, des homosexuels, des tziganes ou des asociaux. On est entre soi, enfin. On respire, on a tout le temps de se reproduire. D'énormes quartiers de viande saignante ont retrouvé le chemin de nos tables dominicales. La cour de l'immeuble est propre. Les voisins toujours serviables. Nous ne sommes plus la carpette de la SDN. La grande crise, les brouettes de billets, les parasites sociaux, la faim, les batailles rangées dans les rues ne sont plus que de très vagues souvenirs, reliques enfouies d'un temps qu'on n'est pas très sûr d'avoir vécu, nous, les Allemands. Quand était-ce donc? Sommes-nous bien sûrs d'avoir vécu cela? Plus aucun film ni aucun livre n'en témoigne, et on a enfermé les vieux à la cave. Maintenant que nous dominons l'Europe et le monde, bientôt. Petit tas de chair fripée, vous poussez votre premier hurlement avec 1,5 million de bébés, autant de dons au Führer et de confirmation de la race aryenne. Un seul cri, 1,5 million de nourrissons, un record absolu, un torrent de sang dans les hôpitaux précédé d'une immense fornication teutonne à vocation patriotique sous le portrait du moustachu en chef. Vous aimeriez pouvoir dire que votre mère est morte à la naissance, votre père à la conception. Ça aurait une certaine allure.
Ce serait beau comme une attaque de diligence, mais non, vous n'allez pas jusque-là. Car jusqu'à un certain point, vous devez endosser des parents. Et c'est vrai que tout le monde adore les histoires de papa. Dites-moi qui est votre père, je vous dirai qui vous êtes. Un papa, c'est décisif. La science est contre vous, on vous montre des radios, des courbes, des vidéos, des tâches. Il a bien fallu un père pour expliquer votre chair, ici. Rien à faire. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on vous tient, votre compte est bon. On a des preuves, des arbres généalogiques, on peut vous expliquer. Avec les seins de son père et les couilles de sa mère, elle ira loin, cette petite Christa. Vous avez donc plusieurs pères à votre arc, un carquois plein sur le dos, et vous les décochez calmement sur les renifleurs d'origine et de fondement. Rien ne vous arrête sur ce point. Pas le moindre souci de vraisemblance, et votre aplomb fatigué, vous parlez lentement, vous parlez avec une grande lassitude, vous parlez comme si vous aviez répété 1000 fois ces choses. Votre aplomb fatigué met en déroute les sceptiques. Mon papa était cosmonaute. Mon papa était un homme discret, un homme droit. Mon papa buvait comme un trou. Mon papa était dompteur dans un cirque. M'abuse dans le film de langue, c'est lui. C'est mon papa. Mon papa est mort dans un camp. Au Los Angeles Times, vous racontez que votre nom véritable est Pavlovski, que vous avez un passeport russe et un passeport allemand, que Nikolevitch était le 5e prénom du frère de votre père, un jeune poète auteur d'une immense épopée sur Alexandre, parti rejoindre les Brigades Rouges, fusillé par les franquistes. Au Guardian, vous censillez, vous dites que votre famille a dû changer de nom pour éviter les persécutions nazies. Votre père était un prince polonais dont les célèbres incartades lui avaient valu le surnom de Prince Harry. Sur Antenne 2, le 13 juin 1970, 22h30, vous déclarez que vous ne savez rien, que votre mère ne vous a rien dit, que vous soupçonnez quelque chose de monstrueux, que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Parfois, les grands soirs, la plaine polonaise précédemment citée s'élève tout droit jusqu'à l'Himalaya. Votre père, opiomane, converti au soufisme, ami proche du Mahatma Gandhi, qui fermait les yeux sur sa déplorable manie. Votre père donc cherchait l'amour, la crainte et l'espoir, et criait sans faillir vers l'unique et sa face. Plus tard, une fois reconverti en Queen of the Bad Girls, bras lacérés et voix de grande morte devenue de tout, votre père sera tout à fait turc. Et ce n'est rien de moins que son sperme très opiacé dans la fente très sage de votre mère qui explique votre future frénésie junkie. Copper brown textures like sun, lays me down with my mind children. Throughout the night, no need to fight, never a frown with gold crown. Every time, just like the last, I'm a ship tied to the mast, to distant land, takes both my hand, never a frown with gold crown.
Il suffisait d'enchaîner, de ne pas se retourner, de ne jamais s'arrêter. Ces années-là. De ne pas poser de questions. Il suffisait de ne pas parler du tout, d'écouter un peu ou d'en donner l'impression. Simplement de se lever très tôt. De réussir à quitter le lit sans tarder, d'avaler une poignée d'amphétamine, de rejoindre la salle de bain, rien que quelques pas, de retrouver votre visage, de vérifier que votre visage était intact, que votre visage faisait toujours ses effets. Il suffisait de vérifier que votre visage pouvait continuer à vous tenir lieu de parole, de sexe, de passé, de chair, ces années-là, sans se retourner. Combien d'années, combien qui passèrent comme un seul jour, hallucinés de 1953 à 1966 environ, ces années où toute chose était coupante et atrocement vraie, comme un seul lendemain de fête prolongée, pendant près de 15 ans, où l'on ne s'étonne plus de dormir si peu, où aucune ombre n'échappe à la hache d'une permanente lumière électrique, ces années-là. Il suffisait de descendre la rue de la Contrescarpe, ou la 5e avenue, ou la Via Veneto, ou Bretton Street, droite, lumineuse, violente, de rejoindre une agence ou un studio, de laisser sur le seuil quoi? Votre âme, votre dépouille, de livrer votre visage aux maquilleuses, de prendre position devant des décors de carton-pâte, de ne presque jamais sourire, de conformer votre visage à des cuisines, des savons, des machines à laver, des maquillages, des lits, des crèmes, des lessives, des avions, des bikinis, des bombes nucléaires. Il suffisait que votre visage soit parfaitement tout cela, que la marchandise soit féroce et pourtant presque accessible, qu'elle vaille une existence et tous les rêves des acheteurs de magazines de mode. Il suffisait d'attendre, d'écouter les indications du photographe, d'écouter les dernières histoires. La putain du bruit public et son bruit de crécelle. Il suffit de vous tenir à distance et de rester droite et d'écouter un peu les confessions apeurées qui se ruent vers vous pour arracher un tressaillement à votre visage. Il suffit de ne pas être entraîné dans la boue intime où on essaie de vous engluer. Il suffira de dépenser le plus vite possible les montants vertigineux de vos cachets dans des fêtes fracassantes, des fêtes de fin du monde, auxquelles vous vous préparez longtemps, désespérément, vous habillant et vous déshabillant devant le miroir de votre chambre d'hôtel, essayant différents masques sur votre visage pour mieux les émietter dans les drogues et les alcools et l'épuisement des nuits, de dépenser les cachets dans des potlatches aberrants pour des êtres qui ne vous sont rien ou presque, de brûler les billets le plus vite possible, de ne surtout pas réfléchir à un emploi un peu utile de cet argent, de ne jamais rien prendre au sérieux, d'acheter pour votre mère une maison à Ibiza, votre mère, désespérée de solitude, qui perd pied, progressivement. Vous arrivez à Ibiza en 1956, annoncé partout comme la plus belle fille du monde, la garde civile franquiste encadre le déplacement de votre chair dangereuse, vous êtes prié de limiter vos déplacements en journée, de ne sortir que sévèrement vêtu, de ne pas déclencher d'émeutes. Vous vous souvenez de la chaleur électrique sur l'île qui écrasait tout, la chaleur et la lumière vous tuaient.
Vous étiez heureuse de mourir sous cette chaleur, sous cette lumière, dont vous étiez pourtant censé vous protéger pour préserver votre peau très blanche, vos yeux bleu-vert, votre teint de cadavre, très tendance, avec les ensembles gris-perle. Vous vous souvenez que vous vouliez disparaître. Les bars étaient déjà la seule chose véritablement nécessaire. Les grands pourvoyeurs d'angoisse. Rien ne tenait face aux bars. Aucune machine à laver, aucune robe, aucune Allemagne réarmée, aucun déploiement de luxe, aucune séance avec Jean Loussief ou avec un autre photographe côté du moment. Rien ne tenait face à un bar ouvert à 4h du matin. On s'y heurtait à la paroi la plus vraie du réel, du réel au carré. C'était la guerre enfin, la guerre sans retenue, de tous contre tous. Tout le monde mentait éperdument, tout le monde se jetait au visage ses rencontres avec Hemingway, ses baisades avec Brando, ses projets de films avec Rawauch. Les bars broyaient les cœurs, disloquaient les visages. Plus de corps dans les bars, plus de visages, ni de paroles. Les visages et les corps et les paroles devenus simples surfaces, parois de circulation pour l'alcool et la mort. Vous pouviez chaque nuit dans les bars piétiner votre beauté, le concert de louanges fades attaché à sa suite. Les bars à 4h du matin livraient un critère très sûr de jugement. Quelle musique résistait? Quel visage, quel mensonge, quel amour? Les bars à 4h du matin disaient « Regardez, la fin du monde, maintenant ». One of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other girls. You don't own me. You don't own me. And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't tie me down, cause I'd never stay. You don't own me. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. I'm young, and I love to be young, and I'm free, and I love to be free, to live my life the way I want, to do and say whatever I please. I don't tell you what to do, no I don't tell you what to say, so just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young, and I love to be young. I'm free, and I love to be free. To live my life the way I want. To do and say whatever I please. Don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other girls. You don't own me. You don't own me. Donc un immense merci à tous les trois, à vous tous. Et je vous rappelle que les livres sont en vente, les livres que Sarah a lus. Et les livres d'Alban Lefranc, je ne le dirai jamais assez. Mon Dieu, lisez Alban Lefranc.
done.